Quel cloud provider choisir lorsque vous débutez dans l'univers du cloud computing? C'est une question que beaucoup de profils juniors se posent et je vais répondre à cette question dans cette vidéo parce qu'il n'est pas question que vous passiez des heures à apprendre l'ensemble des cloud providers et qu'à la fin vous ne trouvez pas un emploi. Non, je vais vous expliquer de façon méthodique comment choisir le provider par lequel vous allez commencer lorsque vous allez vouloir apprendre le cloud computing. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafel, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business, où j'accompagne des salariés à devenir freelance et des freelances à trouver de meilleures missions. Donc, si l'un de ces sujets t'intéresse, je t'invite à t'abonner sur notre chaîne YouTube, mais également à nous suivre sur notre page LinkedIn où nous publions chaque semaine une formation gratuite que vous réalisez avec la présence d'un formateur en soirée de lundi à vendredi de 20h30 à 21h30. Ceci étant dit, nous allons maintenant parler des cloud operators que je recommande. Avant de vous expliquer comment faire votre choix, je voulais déjà vous montrer quelques cloud operators que nous avons sur le marché. Attention, la liste n'est pas exhaustive. Cette liste-ci se base sur ce que j'ai eu à voir en entreprise de mes propres yeux. Donc, ce n'est pas une histoire qui sort d'un catalogue, de quoi. Non, c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Donc, qu'est-ce qu'on peut donc avoir au niveau des opérateurs? Vous avez les trois plus forts. Amazon, AWS, Amazon Web Services, Azure, GCP, la solution cloud de chez Google. Vous avez également les Chinois Alibaba Cloud. Ils ont un peu fait comme Amazon. Après le e-commerce, ils se lancent dans le cloud. Donc, ceux-ci également se sont lancés dans le cloud et proposent un cloud computing qui est également intéressant. Alors, globalement, je n'ai pas énormément d'expérience sur Alibaba Cloud, mais je pense que c'est une solution qui implémente globalement ce que les autres proposent aussi. Mais sauf que vous savez, quand on vous dit que vos données sont traitées par les entreprises chinoises, souvent on préfère les donner aux Américains. Voilà, on a moins peur d'eux que de nos amis chinois. Ensuite, vous avez donc la solution ou les solutions françaises OVH Cloud, qui est passée dernièrement en bourse, mais a eu quelques incidents au niveau de certains data centers, ce qui a un peu terni leur image. Mais sinon, c'est une solution française également qui c'est important d'évoquer. Ensuite, vous avez Scaleway. Donc, Scaleway, c'est également un cloud provider. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. C'est une solution française et j'ai quand même pas mal de bons retours dessus. Donc, c'est plutôt pas mal. Et vous avez également une solution open source que vous-même vous pouvez déployer et on a fait une formation dessus qui s'appelle OpenStack. Pour moi, OpenStack, c'est la meilleure solution pour pouvoir apprendre comment est-ce que le cloud est construit. C'est pour ça que je prends du temps à l'enseigner dans les universités pour ceux en effet qui souhaitent apprendre beaucoup plus du cloud. Donc vraiment, se déployer un outil de cloud sur sa propre machine ou même en entreprise. Parce que beaucoup d'entreprises ne font pas forcément confiance à ces opérateurs externes. Elles préfèrent souvent avoir leur propre cloud sur leur machine dans leur data center à elles. Donc ça arrive, il y a de grands centres de recherche comme le CERN qui utilisent OpenStack. Bien. Maintenant, il faut savoir que nos choix sont souvent biaisés parce qu'avant de vous préciser sur quels critères choisir le cloud provider à apprendre, il faut savoir que nos choix sont souvent biaisés, souvent par l'école. Je connais énormément d'écoles où AWS les a courtisés, mais du coup, à l'école, c'est AWS qu'on apprend. Certains ont été courtisés par Azure et ces deux donnent même souvent tellement de crédits aux apprenants, $100, $200, $300. Donc, les crédits pourront ensuite être utilisés, bien sûr, pour pouvoir consommer les ressources dans le cloud. Donc, pour ceux qui ne savent pas. Du coup, ces opérateurs auront souvent l'avantage. Vous savez, les Américains, ils jettent l'argent par la fenêtre pour avoir beaucoup de clients au début. Et les clients qui rentabiliseront dans 10, 15, 20 ans. C'est ça leur principe. Ils ne cherchent pas à être rentables immédiatement. Ce qui fait qu'ils vont mettre énormément de moyens pour les partenariats avec des gouvernements, avec de très très grosses entreprises, avec des universités, pour que lorsque les étudiants sortent de ces universités-là, donc globalement, ils ne connaissent que AWS ou Azure. Dans mon cas, par exemple, quand j'étais à l'université, du coup, c'est AWS qu'on a vu.
qu'on a vu à l'école. Donc, on avait un partenariat avec AWS et ils nous ont fourni des crédits. Ça veut dire que quand moi je sors de l'école, le seul cloud operator que je connais à cet instant T et où j'ai un peu d'expertise, c'était AWS. L'avantage, c'est qu'en mission, quand j'étais en alternance, donc en 5e année, j'avais travaillé sur OpenStack. Ça veut dire que je connaissais déjà les principes du cloud. Donc, apprendre AWS ne me posait pas vraiment de problème. Donc, j'ai compris assez vite comment est-ce que ça fonctionne. Mais sauf que j'ai été formaté, en effet, dans un moule. Mais sauf que ce moule-là nous empêche de voir souvent les autres opportunités qui nous sont présentées. Donc, c'est important que vous ne vous fermiez pas dans ce qu'on vous a appris à l'école ou lors d'une formation. Vous devez être lucide et vous devez faire votre choix en connaissance de cause. C'est pour ça que je vais maintenant vous présenter sur quels critères choisir l'opérateur cloud sur lequel vous allez jeter votre dévolu au début. Parce que c'est une question fondamentale. Et si vous ne répondez pas à cette dernière, vous risquez de vous perdre dans cet univers de cloud. Nous allons maintenant parler de critères objectifs qui doivent vous permettre de choisir quel cloud opérateur vous allez apprendre pour votre carrière. J'en ai identifié 4. Je préfère utiliser la couleur noire. Voilà, c'est bien mieux. Donc, le premier critère, c'est les demandes d'emploi. Demande d'emploi. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous apprenez une technologie où vous n'allez jamais trouver un emploi dessus, ça ne sert à rien. Donc, c'est important de parcourir les sites d'annonces. Vous mettez par exemple ingénieur cloud sur LinkedIn, sur tous les sites de job là. Moi, je ne les connais pas tous parce que bon, ça fait très longtemps. Mais vous allez dessus, vous tapez, vous cherchez quelques offres d'ingénieur cloud DevOps. Vous verrez quelles sont les technologies qui sont mises en avant. Premier élément. Donc, c'est par rapport à l'employabilité des personnes qui connaissent cette technologie-là, ce cloud provider-là. Deuxième élément, est-ce qu'il y a des formations disponibles? Gratuites ou payantes? Ça dépend. Mais ça doit absolument jouer dans vos critères. Est-ce qu'il y a des formations, par exemple, sur YouTube? Vous avez des cloud operators qui font des démonstrations sur leur outil de cloud et qui proposent des formations dessus. Vous devez prendre compte de cela. Donc, je ne suis pas là pour vous imposer un cloud provider. Non, je vous donne les critères, je vous donne les éléments, les cartes pour pouvoir choisir. Ensuite, est-ce qu'il y a un écosystème autour? Je vais vous expliquer ce que j'entends par écosystème. Est-ce qu'il y a des salons qui sont organisés, des conférences? Est-ce qu'il y a une communauté? Est-ce qu'il y a des contributeurs indépendants si le projet est ouvert? Est-ce qu'il y a des gens qui poussent du code qui ne sont pas forcément de l'entreprise du cloud provider? Est-ce qu'il y a des gens qui poussent du code? Est-ce qu'il y a des contributeurs? C'est important, pourquoi? Parce que lorsque une entreprise souhaite se lancer en fait dans le cloud, il faudrait qu'elle soit sûre de la pérennité du cloud provider qu'elle va choisir. Ce qui fait que les personnes qu'elle va recruter pour la mission doivent connaître ce cloud provider-là. Et donc, l'entreprise va d'abord se cultiver et savoir, est-ce qu'on pourra trouver du support? Est-ce que nos gars pourraient être formés rapidement sur la techno? Est-ce que? Donc, la même question que vous allez vous poser pour monter en compétence sur un cloud provider, ce sera également la même question que vous-même, que l'entreprise va se poser pour pouvoir choisir l'un des cloud providers. Il faut ça. Ensuite, 4, est-ce qu'il y a des certifications reconnues? Attention, reconnues. Oui, les amis. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de cloud operators qui proposent des certifications, mais sauf que tout le monde s'en fout un peu. Donc, je ne veux pas les citer ici. Vous pouvez les citer en commentaire si vous voulez. Mais voilà. Est-ce que les certifications sont reconnues? Quand je dis reconnues, c'est au niveau des clients. Est-ce que si vous apportez les certifications de ce cloud operator-là, il va vous prendre au sérieux? Et si oui, quelles sont ces certifications qui sont reconnues? C'est important, les amis. C'est important. Parce que tous les cloud providers vont tenter plus ou moins d'apporter un écosystème intéressant. Mais si derrière, on ne voit pas les fruits, aucun client final ne l'utilise, ça ne sert à rien de l'apprendre. Donc, voilà les 4 critères que je trouve extrêmement intéressants.
Alors, je vais maintenant parler de mon cas à moi. Lorsque je me suis lancé dans le cloud, au niveau des demandes d'emploi, c'était essentiellement AWS et Azure que je voyais dans les annonces, avec un pourcentage de 70-30%. Ensuite, formation gratuite qu'on pouvait avoir sur Internet. Là maintenant, on pouvait retrouver GCP en plus de ces deux. Au niveau de l'écosystème, les conférences, les salons, la communauté, etc. Globalement, on retrouvait tous les cloud providers à l'intérieur. Et ensuite, au niveau des certifications, celles qui sont vraiment reconnues, parce que par exemple, dans le cas de OVH ou Scaleway, je n'ai pas vu de certification. Peut-être que ça existe. Si ça existe, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, mais moi, je n'ai jamais vu. Donc, là, on retrouve encore Azure, AWS, Azure, GCP, Alibaba Cloud. C'est eux que moi, je voyais en effet à ce niveau-là. Donc, vous comprenez que mon choix s'est porté sur l'un de ces deux opérateurs cloud, en l'occurrence, AWS. Parce que, en dernier ressort, l'école, en fait, nous fournissait des crédits gratuits. Donc, forcément, je me suis mis assez tôt. Mais c'est parce qu'en effet, il y a cet écosystème-ci que je suis toujours sur AWS. C'est pour ça. S'il y a un autre qui vient et qui fait mieux, ça veut dire que même les clients finaux, donc les entreprises, vont passer sur ce cloud operator-là. Donc, moi, je vais également suivre. Mais tant que le leader, à mes yeux, reste AWS et aux yeux de beaucoup d'entreprises, du coup, moi, je continue à fond dessus. Alors, maintenant, Azure est intéressant pour un écosystème full Microsoft. Je pense que vous savez en effet qu'Azure est fait par Microsoft. Donc, pour les entreprises qui ont de l'AD partout, je pense quand même qu'en termes d'interopérabilité entre le cloud et l'on-premise, Azure est meilleur que AWS. Maintenant, AWS propose des solutions pour les entreprises qui ont du Microsoft. Ils proposent, mais je pense qu'ils ne peuvent pas atteindre le niveau d'interopérabilité parce que c'est quand même Microsoft qui a développé Windows Server. Donc, vous ne pouvez pas être meilleur sur la solution de quelqu'un qui l'a développé. Donc, non. Mais sinon, AWS est souvent considéré comme le Linux du cloud provider. Et Azure est considéré un peu comme le Microsoft des OS, donc la solution payante. Et lui, il est considéré comme l'open source. Donc, l'un des éléments que moi j'apprécie aussi sur Azure, parce que bon, je vous parle un peu à cœur ouvert de ce que je vois, même si je suis pro AWS, mais Azure, je trouve qu'ils ont une très belle interface. C'est peut-être pour ça que AWS a mis à jour sa console pour proposer maintenant une nouvelle console qui est peut-être en preview, je ne sais plus, mais je sais que quand j'arrive sur l'interface, ils me proposent de changer d'interface, d'aller sur la nouvelle console. Mais Azure, c'est très beau. Ça, il n'y a rien à dire en termes de beauté et tout. Mais tous les clients chez qui je suis allé, c'était de AWS. Mais attention, Azure a énormément de clients. Moi, je parle par rapport à mon expérience qui ne doit pas influencer la vôtre parce qu'au moment où je fais la vidéo, c'est ma réflexion qui m'a en effet amené à choisir AWS. Mais peut-être que quand vous allez regarder cette vidéo, quand vous allez faire votre état des lieux, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être une autre solution, OVH, Scaleway, ou même un nouvel entrant. Pourquoi pas GAIX, on va dire quoi, l'initiative européenne, qui sera peut-être la meilleure solution. Donc, n'hésitez pas à me préciser quelle est la techno cloud sur laquelle vous travaillez au quotidien ou celle que vous ambitionnez suivre pour monter en compétence sur les technologies cloud. Si cette vidéo vous a été utile, les amis, n'hésitez pas à liker, à nous laisser un commentaire sympathique et également à la partager dans votre réseau parce qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui se posent cette question-là et dans cette vidéo, je vous donne des réponses. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné qui vous dit à très bientôt.